Bonsoir. Merci à vous pour cette invitation. Et donc, nous voilà partis pour une heure de discussion sur ces gestes qui animent nos rêves. Alors, normalement, le dormeur est immobile. Quand nous dormons, nous sommes calmes, immobiles et silencieux, comme ce monsieur que vous voyez dormir tranquillement en sommeil lent profond. Et vous voyez sur le curseur de droite défiler l'activité de son cerveau, qui est très régulière, très lente, et sur la partie basse, l'activité de sa respiration, qui elle aussi est très régulière, mais vous ne la voyez plus. Pourtant, ce calme n'est qu'apparent, puisque vous savez que alors que nous ne bougeons pas comme ça, nous pouvons avoir pendant notre sommeil une grande activité mentale. Alors, très souvent, nous rêvons que nous tombons, que nous recevons des objets sur nous, des vagues, des tempêtes. Parfois, nous voyageons dans des villes imaginaires, nous volons. Parfois, nous nous déplaçons dans des lieux complètement fantastiques. Alors, quel est ce contenu mental ? Eh bien, finalement, même si nous avons plus ou moins tous déjà fait l'expérience de rêve, ce n'est pas si simple de le connaître, parce que tout simplement, il est lié à notre mémorisation de ce contenu. Et donc, il y a toujours forcément un biais de rappel, puisqu'on ne va se rappeler que ce que l'on veut bien se rappeler. Et surtout, on ne va se rappeler probablement que ce qui est proche d'un épisode de réveil. Alors, comment connaître ce contenu mental ? Eh bien, la méthode la plus simple, c'est de faire un recueil de récits de rêves. Alors, soit on demande spontanément à des personnes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, de collecter leurs rêves sur de longues périodes, soit on réveille systématiquement des personnes dans un laboratoire du sommeil pour voir quel est leur contenu mental au moment où on les réveille. Alors, d'après vous, est-ce qu'on rêve tout au long de la nuit et est-ce qu'on rêve dans tous les stades de sommeil ? Alors, les avis sont divergents. Je peux vous dire qu'il y a des controverses entières organisées par les spécialistes du sommeil pour savoir si on rêve ou pas dans tous les stades de sommeil et que certains peuvent donc en débattre pendant une bonne demi-heure. Mais voilà la réponse que je vous donnerai. D'abord, je voudrais juste vous rappeler que le sommeil est organisé en cycles de sommeil et qu'au cours de ces cycles, différents stades alternent. D'abord, comme vous le voyez sur le premier cycle, le sommeil d'abord s'approfondit, donc on fait du sommeil lent léger, stade 1 et 2, puis du sommeil lent profond, stade 3 et 4, qui sont maintenant regroupés dans la terminologie en stade 3. Puis on allège le sommeil, puis on passe en sommeil paradoxal, le sommeil dit de rêve. Et puis on va alterner ces cycles tout au long de la nuit. Ce qu'il est intéressant de noter sur cette représentation graphique d'une nuit entière, c'est que en début de nuit, sur les premiers cycles, vous voyez qu'il y a beaucoup de sommeil lent profond, la partie rouge tout en bas. Mais plus les cycles avancent et moins il y a de sommeil lent profond. Et inversement, le sommeil paradoxal, représenté en vert, va être de plus en plus présent tout au long de la nuit et donc en proportion beaucoup plus représenté en fin de nuit. Alors à cette question, est-ce qu'on a un contenu mental dans tous les stades de sommeil ? Eh bien oui. On rêve tout au long de la nuit et dans tous les stades, mais il est vrai que les récits de rêve sont différents en fonction du stade de sommeil. Et ce qui fait qu'on a dit pendant longtemps qu'on ne rêvait qu'en sommeil paradoxal, c'est parce qu'en sommeil paradoxal, le rêve est beaucoup plus intense, beaucoup plus construit, avec beaucoup plus d'images, une durée plus longue, des histoires beaucoup plus amusantes et intenses. Mais finalement, on se rend compte que si on réveille quelqu'un en sommeil lent, de façon systématique, on va recueillir aussi des histoires, des contenus mentaux, plus brefs, plus succincts, moins riches, mais qui existent quand même. Donc oui, il y a un contenu mental dans tous les stades de sommeil, mais il est beaucoup plus riche en sommeil paradoxal. Alors, y a-t-il d'autres moyens d'accéder au contenu mental pendant notre sommeil que le recueil des rêves ?
Eh bien oui, chez certaines personnes, on peut avoir un accès indirect au contenu mental. Alors soit par les hallucinations qu'on appelle hypnagogiques ou hypnopompiques, ce sont ces hallucinations que l'on peut avoir au moment où on va passer dans le sommeil ou au moment où on se réveille, qui sont assez rares en population générale, mais très fréquentes dans une pathologie particulière qui est la narcolepsie, où les personnes racontent avoir les images de rêve qui apparaissent avant de s'endormir ou au moment où elles se réveillent. Donc par exemple, ce sont des enfants qui vous racontent qu'ils s'endorment en classe. Dans leurs rêves, il y a des animaux qui se battent, etc. Puis tout d'un coup, ils se réveillent et les images de leurs rêves, leurs personnages, ces animaux par exemple, restent dans la scène de l'éveil. Donc par exemple, les animaux se mettent à courir sur leur cahier. Ou bien c'est une personne qui vous dit qu'elle est en train de faire un cauchemar horrible, elle dort dans son lit, un agresseur arrive et elle ouvre les yeux, elle se réveille, donc elle voit sa chambre apparaître, mais l'agresseur est toujours présent. Donc c'est vraiment une fusion entre les images du rêve qui persistent ou qui apparaissent avant la transition avec le sommeil. Donc c'est un phénomène assez rare, mais qui nous permet d'avoir des informations. Ensuite, il y a les rêves lucides, qui est un phénomène dont vous avez probablement déjà entendu parler si vous vous intéressez au sommeil, mais ça a l'air d'être le cas puisque tout le monde connaît le sommeil paradoxal. Donc les rêves lucides, ce sont... les rêveurs lucides sont des personnes qui sont capables de contrôler le contenu de leurs rêves. Donc à force de s'intéresser à leurs rêves, d'essayer de les mémoriser, d'essayer de les comprendre, d'essayer de les intégrer, eh bien, certains arrivent petit à petit à avoir des moments de conscience à l'intérieur de leurs rêves. Et c'est ça qu'ils vont raconter. Donc là aussi, on pourra avoir une bien meilleure mémorisation, un bien meilleur rapport de ce qui se passe pendant le rêve. Et puis, il y a deux phénomènes particuliers qui sont les parasomnies du sommeil lent profond et le trouble du comportement en sommeil paradoxal, où cette fois, les personnes vont gesticuler, faire les gestes de leur rêve ou de leur contenu mental. Et là, on va avoir du coup une image directe de ce qu'ils sont en train de rêver, ou en tout cas ce qu'ils croient faire dans leur rêve. Et c'est aujourd'hui de cela que je vais vous parler. Donc ces gestes qui animent nos rêves, lors des parasomnies du sommeil lent profond ou du sommeil paradoxal, nous donnent des informations sur le contenu des rêves, la durée des rêves, sans biais de rappel, puisque là il n'y a pas de filtre, on ne peut pas dire non, je ne veux pas me rappeler de cette scène horrible, donc je ne la raconte pas, la personne fait son geste et puis voilà. Et donc représente un accès direct au contenu des rêves. Alors pourquoi la durée des rêves ? Ça, je sais pas, peut-être que ça paraît pas évident comme ça, mais en fait, ce qui s'est passé pendant des années, c'est que certains disaient un rêve, ça se passe en temps réel. Donc vous êtes dans une scène, vous rêvez votre rêve et probablement que le rêve se fait à la même vitesse que dans la vraie vie. Mais d'autres avaient émis l'hypothèse, des chercheurs, que peut-être en fait le contenu du rêve apparaissait au moment où le cerveau sortait du sommeil. Donc imaginons le petit garçon qui rêve qu'il est dans la rivière, il est dans la rivière et puis le niveau de l'eau monte, monte, monte et il se réveille parce qu'il fait pipi au lit. Eh bien, l'idée de ces chercheurs, c'était de dire en fait l'enfant fait pipi au lit et à ce moment-là, au moment où il se réveille, il crée une histoire. En un instant, son cerveau imagine une histoire cohérente avec le « je fais pipi au lit ». Donc certains disaient, en fait, le rêve, c'est quelque chose d'instantané au moment où on se réveille, mais ça n'a pas un cours, une durée comme dans la vraie vie. Et bien, vous allez voir que le fait que l'on mime les gestes des rêves pendant le sommeil permet de réfuter cette hypothèse. Alors commençons d'abord par les parasomnies du sommeil lent profond. De quoi s'agit-il ? Alors d'abord une petite définition de ce qu'est une parasomnie. Une parasomnie, c'est un ensemble hétérogène de manifestations motrices, ce qui nous concerne aujourd'hui, mais aussi psychiques. En même temps, on parle du rêve, donc on est quand même avec un contenu mental, mais aussi végétatives
indésirables survenant au cours du sommeil. Alors les signes végétatifs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes les réactions que peut avoir le corps par rapport à une situation de peur, de joie, etc. Donc par exemple, avoir le cœur qui bat très très vite quand on a une frayeur, avoir des sueurs, avoir les yeux en mydriase, vous savez, lorsque la pupille se dilate dans la peur, eh bien ces signes-là peuvent être présents aussi lors des parasomnies. Et on distingue ces parasomnies de tous les mouvements anormaux liés au sommeil. Alors les myoclonies, les rythmies, donc toutes les secousses, les mouvements répétés que peuvent avoir les gens pendant le sommeil, ou le bruxisme, le fait de grincer les dents. On les différencie des parasomnies parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de contenu mental. Donc nous, on s'intéresse aux comportements anormaux associés à un contenu mental. Alors, parmi les parasomnies du sommeil lent profond, on en distingue 3. Les éveils confusionnels, les terreurs nocturnes et le somnambulisme. Donc, ces 3 phénomènes se distinguent comment? Eh bien, je vais vous expliquer tout simplement. L'éveil confusionnel, c'est une confusion mentale ou un comportement confus qui se produit alors que la personne reste au lit. C'est par exemple se réveiller en étant désorienté, en ne reconnaissant pas les personnes autour de soi, en ayant parfois des comportements automatiques bizarres répétés, parfois avec un contenu un peu de rêve. Et je voudrais commencer par vous montrer un enfant qui a un épisode d'éveil confusionnel. Je vous laisse lancer la vidéo. Je cours. Je cours. C'est qui? C'est qui? Voilà. Donc vous voyez qu'il se réveille, il dit au secours, donc il a quand même peur. Donc peut-être qu'on pourrait le classer dans les terreurs nocturnes, mais c'est juste pour distinguer. En tout cas, il dit c'est qui, donc il est désorienté, il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qu'il fait. Un autre exemple. Bon, alors ça, la vidéo est hachée, mais en fait, elle se redresse et elle dit « Je ne vois plus, je ne vois plus, je ne vois plus ». Et puis elle s'arrête. Voilà. Donc, elle est réveillée, enfin, elle est dans un état de transition, on va y revenir. Elle est confuse et elle ne sait pas où elle est et ce qui se passe. La terreur nocturne, c'est un épisode de terreur brutale qui commence généralement par une vocalisation alarmante. En pratique, c'est un hurlement. Et ce phénomène est associé à un éveil végétatif, ce fameux éveil dont je vous parlais tout à l'heure, donc associé à des sueurs, à une tachycardie, vraiment le corps est en alerte complète. Voilà un exemple de terreur nocturne. Voilà, c'est gênant pour les voisins. Alors, je peux vous raconter l'histoire d'une famille où les 2 sœurs avaient toutes les 2 des terreurs nocturnes. Alors, les maris s'en étaient accommodés. Ils avaient l'habitude d'être réveillés régulièrement pendant les vacances, pendant l'année, parce que leur femme hurlait. Mais ça restait rare et ça allait. Et puis, un été, ils ont décidé de partir en vacances en famille avec les 2 sœurs ensemble, donc et les 2 maris, les 2 conjoints. Et là, ça a été un festival puisque l'une comme l'autre hurlait comme ça pendant le sommeil toutes les nuits et rendant les vacances insupportables pour tout le monde parce que c'est quand même vraiment effrayant quand vous avez quelqu'un qui hurle comme ça. On sent la terreur vraiment très intense et très profonde. Alors, un autre exemple. Moins impressionnant, mais voyez quand même le comportement de peur
de la personne. Alors, je sais pas si c'est haché. Ah oui, c'est haché pour vous aussi. Alors, je suis désolée parce que la qualité n'est pas bonne. Mais en pratique, on voit la personne se redresser sur le lit. Elle ne crie pas, mais elle a un regard effrayé et elle cherche autour d'elle quelque chose qui a l'air de la terroriser, quoi. Elle est vraiment avec un regard d'extrême peur. Bon, je suis désolée que vous n'ayez pas pu la voir comme j'ai pu la voir. Dernier phénomène, le somnambulisme. Et là, la définition du somnambulisme, c'est le fait que la personne se lève du lit et déambule, comme le nom de somnambulisme l'indique. Alors, que peuvent faire les somnambules? Eh bien, ils peuvent faire des choses très, très complexes. Alors, ils s'assoient, ils se lèvent, ils marchent, mais ils parlent, ils ouvrent, ils ferment les portes, ils peuvent s'habiller. J'avais une amie qui prenait sa douche, se maquillait et se préparait pour aller au travail en pleine nuit. Elle était prête le matin au réveil. Ils peuvent sortir du domicile, ce qui est parfois dangereux, puisqu'ils peuvent s'égarer. Les Canadiens ont des gros problèmes avec les enfants somnambules qui peuvent sortir la nuit, ne ressentir absolument pas le froid et être retrouvés le lendemain matin avec les doigts de pied gelés, par exemple. Ça n'arrive pas chez nous. Mais ça pose un véritable problème. Et puis, chose incroyable, il y en a même qui ont pu conduire des automobiles. Donc, c'est l'histoire d'une patiente canadienne aussi qui s'est retrouvée à plusieurs kilomètres de chez elle, dans sa voiture. Elle n'avait jamais conduit de sa vie. Elle avait son enfant attaché à l'arrière de la voiture. Donc, elle s'est levée, elle a attaché son enfant à l'arrière de la voiture, elle a ouvert le garage, elle a conduit la voiture alors qu'elle n'avait jamais conduit. Donc, c'est pour dire à quel point le somnambulisme peut entraîner des comportements extrêmement complexes. J'avais une patiente qui s'était retrouvée assise à son bureau à 3 heures du matin en pyjama. Elle avait conduit la voiture, elle avait ouvert le portail de son travail qui apparemment faisait énormément de bruit. C'était ça qui l'interpellait le plus, qu'elle ait pu ouvrir ce portail sans que ça la réveille. Et elle s'était retrouvée à son poste de travail au milieu de la nuit, réveillée par ses collègues le lendemain matin. Donc tout ça pour dire que le somnambulisme, ça peut entraîner des comportements très, très complexes, mais très adaptés finalement, parce que les personnes font quand même les choses bien. Un exemple de somnambulisme chez un petit garçon. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait ça tous les soirs à 22h30, quand ses parents veulent aller se coucher. Donc il est bien somnambule parce qu'il déambule, mais en même temps vous voyez qu'il est confus, il est bizarre, il pleurniche. C'est un enfant adorable et tout à fait normal dans la journée. Hein. Pourquoi j'ai fait quoi, Evan? Il déambule dans la maison, il ouvre les tiroirs, il se gratte beaucoup. Attends. Bon, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, vous voyez cet enfant qui, pendant un long moment quand même, va être dans un état étrange où il n'est ni éveillé, ni normal par rapport à son attitude habituelle, ni endormi, puisqu'il est capable de bouger, d'ouvrir des portes, d'ouvrir des tiroirs, de répondre à ses parents, pas toujours de façon cohérente. Alors, ces 3 parasomnies dont je viens de vous parler, elles ont des points communs. D'abord, elles ne sont pas associées à des pathologies. C'est un phénomène qui est banal chez l'enfant, qui peut persister à l'âge adulte, mais qui n'a rien d'inquiétant.
Ça peut être déclenché par un bruit, par quelqu'un qui touche la personne, qui la stimule, quelque chose qui fragmente le sommeil. Et le plus souvent, il n'y a pas véritablement de souvenir de l'épisode, mais ce n'est pas toujours vrai. Je peux vous raconter par exemple l'histoire d'un patient qui avait sauté par la fenêtre. Et quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il racontait clairement qu'il était persuadé qu'il allait y avoir un attentat, qu'il avait peur d'une bombe et qu'il est parti en courant et a sauté par la fenêtre parce qu'il était persuadé qu'il y avait une bombe dans son domicile. Donc, quand on dit « il n'y a pas de souvenirs, de rêves en sommeil lent profond », c'est pas toujours vrai. Donc pourquoi je dis ça? Eh bien parce que donc cette parasomnie, je reviendrai sur le mécanisme. Donc d'abord, je voudrais vous dire que c'est un phénomène très fréquent chez l'enfant qui disparaît généralement à l'âge adulte mais qui peut persister et que c'est très souvent familial, ce qui est rassurant, c'est-à-dire quand on sait que dans la famille les parents étaient somnambules, eh bien, on ne s'inquiète pas qu'il y ait un enfant qui fasse des trucs un peu bizarres. D'ailleurs en général, comme c'est familial, personne ne s'inquiète parce qu'on sait déjà que le frère, la sœur, les parents faisaient ça aussi plus jeunes. Alors, quel est le mécanisme de ce phénomène? Eh bien, on l'a découvert assez récemment et de façon assez étonnante. Ce qui se passait auparavant, c'est que quand un patient présentait un épisode de somnambulisme dans nos laboratoires, comme nos capteurs sont posés sur le crâne, eh bien, dès que la personne bougeait, tout était parasité et on ne savait plus du tout ce qui se passait dans le cerveau. Donc, on était très frustrés parce que on voyait que c'était pendant le sommeil, mais dès qu'il se passait quelque chose d'intéressant, on n'avait plus aucun signal. Et puis, il y a quelques années, dans le cadre d'autres choses, on a pu comprendre ce qui se passait. Alors, cette autre chose, c'est quoi? C'était de l'épilepsie. Donc, un patient qui avait une épilepsie et chez lequel on cherchait le foyer, c'est-à-dire l'origine de son épilepsie, le faux contact dans son cerveau, avait eu une technique nouvelle qui consistait à insérer des électrodes dans le parenchyme cérébral pour trouver ce fameux foyer. Et donc, au lieu d'avoir les capteurs posés sur le crâne, les capteurs étaient directement disposés à l'intérieur du cerveau. Et ce patient a eu la bonne idée, au lieu de faire sa crise d'épilepsie qu'on attendait et qu'on cherchait, de faire un épisode d'éveil confusionnel. Et c'est son enregistrement que vous voyez sur cette diapositive. Et ce qu'il montre, alors je n'ai pas de pointeur, mais vous voyez qu'en jaune, vous avez un tracé de l'activité du cerveau qui est lente, c'est-à-dire qu'on voit des grandes ondes comme ça. Et bien ça, c'est ce qu'on voit quand le cerveau dort. Et vous voyez la petite flèche verticale qui indique le moment où il a commencé à avoir son éveil confusionnel. Et vous voyez que le cerveau continue à faire ces ondes lentes. Ça veut dire que ces régions-là du cerveau continuent à dormir. Ensuite, vous voyez en rouge, violet, la zone lésionnelle. Donc là, vous voyez des piquants qui sont en fait les pointes de son activité épileptique. Donc ça n'a pas de sens pour nous. C'était sa maladie qui justifiait cette exploration. Mais ensuite, dessous, vous voyez ici le cortex primaire, donc la région qui est responsable de la motricité, qui au lieu d'avoir les ondes lentes du sommeil, lent profond, eh bien, est réveillé. Et c'est ça le somnambulisme, c'est la capacité de réveiller certaines parties du cerveau, comme par exemple les yeux, le cortex visuel, la vision. Donc ils ouvrent les yeux, ils interfèrent avec l'environnement, ils peuvent ouvrir des portes, ils voient ce qui est autour d'eux. Et pourtant, avoir d'autres régions qui dorment complètement, comme par exemple les régions responsables du jugement. Et donc, non, je ne saute pas par la fenêtre parce que c'est dangereux. Ou non, je ne conduis pas une voiture si je ne sais pas conduire. Ou aussi les régions responsables de la mémorisation, ce qui fait que même s'ils ont des comportements complexes et ils font des choses très, très compliquées, eh bien, ils ne vont pas se rappeler ce qui s'est passé la veille. Voilà. Donc cette condition expérimentale, faite vraiment pour rechercher une épilepsie et donc rien à voir, a permis de comprendre comment se passaient les épisodes de parasomnie, du sommeil lent profond. Donc ces parasomnies sont en fait liées à un état intermédiaire entre le sommeil lent profond et la veille, entraînant un éveil uniquement de certaines régions et pas des autres,
permettant d'observer des comportements liés au contenu du rêve, la peur, la fuite, les cris, et donc qui donne un reflet direct au contenu mental pendant le sommeil. Deuxième phénomène dont je voudrais vous parler maintenant, c'est le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la capacité de certaines personnes à faire les gestes qu'ils sont en train de rêver pendant leur sommeil paradoxal, cette fois-ci leur sommeil de rêve. Donc vous voyez ici, typiquement, un homme de plus de 55 ans agresser son épouse, donc véritablement la frapper pendant le sommeil, alors qu'en fait, dans son rêve, il rêve qu'il est en train de la défendre contre un agresseur, ici un lion, mais en général, c'est vraiment quelqu'un qui vient agresser la personne. Et donc, c'est en voulant protéger son conjoint que la personne frappe le conjoint ou la conjointe. À quoi est dû ce phénomène ? Eh bien, il est dû à la perte de l'atonie normale du sommeil paradoxal. Merci beaucoup. Donc, normalement, quand on rêve, c'est pas grave. Quand on rêve, quand on est en sommeil paradoxal, eh bien, on est complètement paralysé. Et c'est de là que vient le terme de sommeil paradoxal, c'est ce paradoxe donc entre cette activité très intense et la paralysie du corps. Or, chez ces patients, la paralysie du corps n'existe plus. Et les patients se mettent à faire les personnes, puisqu'elles ne sont pas encore malades, se mettent à faire les gestes qu'elles sont en train de rêver. Alors, on connaît ce phénomène chez les animaux, peut-être plus souvent que chez les hommes. Et là, vous pouvez voir un chien qui, on peut l'imaginer, rêve qui court. Mais on voit très souvent les chats, pendant leur sommeil, faire des gestes avec leurs pattes. On le voit chez les nourrissons aussi, quand ils rêvent. On a l'impression qu'ils ont une ébauche de sourire, ils froncent les yeux. Il y a véritablement une expression du contenu de leur rêve qui se perçoit sur leur comportement. Alors chez l'homme, eh bien, ça prend parfois l'aspect de simple dialogue avec des gestes. Donc je vous laisse écouter la vidéo. Non, je ne vais pas le mettre au milieu. J'ai dit, et je dis au Robert, que, en général, vous me connaissez rien, moi je ne prends pas la suite de le commander. Je lui dirai bonjour à Robert, parce que moi je le remercie beaucoup, mais je n'irai pas le commander, c'est tout. Robert, as-tu Robert? Parce que je laisse à gauche de quoi, voilà. Voilà. Donc là, le monsieur a l'air en colère, hein, il parle de Robert, il ne veut pas le commander, et puis tu m'emmerdes quand même. Mais ça ne reste que des propos. Ce qui est quand même à noter dans cette histoire-là, c'est que très souvent, les épouses, parce que c'est quand même très souvent des hommes, donc c'est plutôt les femmes qui racontent les histoires, elles disent que, alors que leurs maris n'ont vraiment pas du tout l'habitude d'utiliser un vocabulaire grossier, par contre, pendant leur sommeil, ils se mettent à utiliser des insultes, des termes très grossiers qu'elles ne leur entendent jamais prononcer dans la journée. Donc il y a quand même toujours, enfin souvent, un peu d'agressivité, de désinhibition qu'il n'y a pas par rapport à la journée. Et puis parfois, donc, c'est des comportements beaucoup plus complexes et beaucoup plus violents, comme chez ce patient. Je vous laisse le regarder. Alors en fait, il porte un appareil pour une pression positive continue, un masque pour les apnées du sommeil. Donc c'est ça qu'il utilise comme arme. Ce monsieur a raconté le lendemain, quand on l'a réveillé, qu'il se croyait au Moyen-Âge et se battait contre des sarrasins avec un fléau. Donc il se croit à cheval, il pense faire tourner un fléau au-dessus de sa tête et il est en plein combat. Donc, véritablement une activité très, très intense et très violente. Donc, dans ces phénomènes, quand on réveille les personnes juste après l'épisode,
le plus souvent, elles racontent un contenu de rêve qui est tout à fait en adéquation avec ce qu'ils étaient en train de mimer. Donc, alors le plus souvent, ils pédalent, ils croient qu'ils sont en train de faire du vélo, ou ils donnent des coups de pied, ils pensent qu'ils jouent au foot, ou ils font leur ancien métier. J'avais un patient qui travaillait chez Perrier, donc il rêvait qu'il embouteillait et il faisait les gestes d'embouteiller. On a une vidéo qu'on passe régulièrement d'un menuisier qui montait des étagères pendant la nuit. Enfin, c'est vraiment toutes les activités et tous les contenus de rêve que l'on peut avoir de façon banale et liés à la vie des personnes. Ce qui pose problème, c'est cette violence. C'est-à-dire que comme la personne ne contrôle pas ses gestes, vous l'avez vu, les gestes peuvent être très violents. Donc souvent, ce qui fait que les couples viennent consulter, c'est parce qu'il y a eu une véritable violence, c'est qu'un des deux conjoints a eu peur. Ou qu'un patient tout seul mais est tombé du lit ou s'est blessé en tombant du lit et que donc on s'est dit qu'il y avait vraiment un problème. Donc là, vous voyez un autre patient qui a des gestes violents. Et puis sur la photo de gauche, vous voyez un Américain qui avait accepté qu'on le prenne en photo avec l'arnachement qu'il avait fabriqué pour s'accrocher à son lit et éviter de blesser son épouse. Donc pour vous dire à quel point les gens vivent mal ça, parce que finalement... on voit des personnes qui sont en couple depuis 50 ans, partagent le même lit depuis 50 ans, et puis tout d'un coup, le mari se met à être déchaîné dans le lit et le couple à ne plus pouvoir dormir ensemble sous peine de vraiment blesser madame. Donc, ils organisent des systèmes pour arriver à ne pas être dangereux. Alors, comme je le disais, le contenu, il est en lien direct avec le contenu du rêve. Les comportements observés sont ceux du quotidien. On peut boire, manger, chanter, siffler. Il y en a même un qui fumait une cigarette imaginaire. C'est souvent en lien avec l'activité professionnelle. Donc, on avait un professeur d'anglais qui donnait des cours d'anglais, une dame qui avait fait de la politique, qui faisait des grands discours politiques la nuit. Et puis au réveil, là, il se rappelle, ça n'a rien à voir avec le somnambule, qui le plus souvent ne se rappelle pas. Là, il raconte un rêve, une vraie histoire, qui est vraiment en lien avec les gestes qu'ils étaient en train de faire. Alors, chez qui surviennent ces phénomènes ? On pense en population générale que ça touche 1 à 2% des personnes. En fait, il y a 2% des personnes interrogées qui rapportent des comportements violents pendant le sommeil et 0,5% qui disent qu'il s'agissait d'un mime de rêve. Mais l'ensemble des séries qui ont exploré ce phénomène retrouvent qu'il s'agit le plus souvent d'hommes, 87%, donc vraiment une nette majorité, et que l'âge moyen de survenue est en général 50-60 ans. Et puis, surtout, les études montrent qu'il y a chez ces personnes une surreprésentation de maladies neurodégénératives, et en particulier de la maladie de Parkinson, et de l'utilisation d'antidépresseurs. Alors, donc je le disais, chez les personnes atteintes de maladie de Parkinson, la moitié d'entre elles ont ce phénomène. Et c'est aussi le cas dans les autres maladies de la même famille que la maladie de Parkinson, celles qui sont caractérisées par les mêmes dépôts dans le cerveau, l'alpha-synucléine. Alors qu'inversement, dans la maladie d'Alzheimer et les taupathies, les maladies liées à des dépôts de protéines tau, c'est beaucoup moins fréquent. Donc, ça semble vraiment associé à la maladie de Parkinson et à ses cousines. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce phénomène semble être un signe annonciateur de ces maladies-là. La première série qui a été réalisée, qui a commencé en 1986, a montré qu'en suivant plus d'une dizaine d'années ces patients, progressivement, la grande majorité d'entre eux développaient un syndrome parkinsonien. Et aujourd'hui, on a pu établir qu'une personne qui a ce trouble-là, bien confirmé, il ne s'agit pas de confondre avec d'autres agitations pendant le sommeil, parce qu'il y en a d'autres, donc il faut vraiment, je ne veux pas effrayer tout le monde, c'est vraiment les personnes qui ont ce diagnostic-là, ont un risque
tous les ans de conversion de 6%. Donc 6% des personnes qui ont ce trouble développent dans l'année un syndrome parkinsonien. Alors ces résultats, on les a obtenus grâce à une task force, un groupe de travail qui a été créé il y a quelques années maintenant et dont on est un groupe, un certain nombre de centres du sommeil auquel on est un certain nombre de membres à participer. Et alors que c'est un phénomène assez rare, on est arrivé à étudier plus d'1 millier de patients en se regroupant à 24 centres à travers le monde. Chaque centre ayant entre 6 et plus de 200 patients, et les patients étant suivis entre 1 et 5 ans de recul en fonction des centres. Donc c'est vraiment l'étude d'une grande population, grâce à un travail associatif de différents chercheurs spécialistes de ce phénomène-là, qui a permis d'évaluer ce taux de conversion. Et ce résultat vient d'être publié. Parce que finalement, ce trouble du comportement en sommeil paradoxal peut apparaître à différents moments de la maladie de Parkinson. Soit avant, et dans ce cas, il est un signe annonciateur, soit au début de la maladie, et dans ce cas, il peut nous aider parfois à conforter le diagnostic. Quand vous avez quelqu'un qui tremble et que vous vous demandez si c'est un tremblement parkinsonien ou un tremblement essentiel, enfin, il y a d'autres, ou un tremblement médicamenteux, vous pouvez l'interroger sur ses nuits. Et le fait que les nuits soient agitées est un bon argument pour penser que c'est une maladie de Parkinson en cours d'installation. Et puis, ça peut aussi apparaître beaucoup plus tard dans l'évolution de cette maladie. Et là aussi, ça peut être utile parce que quand vous avez une personne qui a une démence et que les signes parkinsoniens ne sont pas très fréquents, ne sont pas très clairs, je veux dire, comme dans la maladie à corps de Lévy, qui est une cousine de la maladie de Parkinson où il y a plus de troubles cognitifs, et bien à ce moment-là, le fait d'avoir des rêves agités va vous permettre d'orienter le diagnostic vers cette maladie plutôt qu'une maladie d'Alzheimer. Donc c'est un phénomène qui va nous aider dans la précision de notre diagnostic pour cette maladie. Alors pourquoi est-ce que ces personnes se mettent à mimer leurs rêves pendant leur sommeil? Eh bien finalement, on avait la réponse à la question avant de décrire le phénomène chez l'homme, parce que le professeur Jouvet et son équipe, donc l'équipe lyonnaise, qui étudiait les circuits impliqués dans le sommeil paradoxal, avaient identifié chez le chat une région du cerveau qui, lorsqu'elle était détruite, entraînait des comportements qu'ils avaient décrits comme oniriques, où le chat faisait les gestes probablement qu'il était en train de rêver. Donc ces chats, qui avaient eu des lésions très précises à l'intérieur du tronc cérébral, se mettaient à pourchasser des souris imaginaires, à se lécher, à manger, à avoir des comportements qu'on pourrait imaginer ceux d'un rêve de chat. Et quelques années plus tard, le phénomène a été décrit chez l'homme. Et donc, on a supposé que c'était parce que ce même circuit responsable de l'atonie musculaire avait été atteint. Et ça a été démontré par la suite. Et aujourd'hui, on sait que le sommeil paradoxal est organisé d'une façon assez précise, avec une activation du cortex cérébral, des mouvements oculaires. Vous savez que c'est aussi le stade du sommeil où il y a des mouvements oculaires rapides. Et en même temps, une voie descendante qui est donc, elle, responsable de la paralysie de l'ensemble du corps. Or, on a pu démontrer que cette structure responsable de la paralysie semblait être une des premières touchées par la maladie de Parkinson. Parce que les études anatomopathologiques, donc les études des lésions dans le cerveau chez des personnes atteintes de maladie de Parkinson, ont montré dans une étude publiée par Braque, très connue des parkinsologues, que la maladie touche le cerveau de proche en proche et semble le toucher de façon ascendante. Donc d'abord dans les parties les plus basses du tronc cérébral, puis remonter. Or, la zone du cerveau responsable de l'atonie musculaire est située au-dessous de la zone qui, elle, va déclencher les signes moteurs de la maladie de Parkinson, la fameuse substance noire qui fabrique la dopamine. Donc du coup, ça explique que plusieurs années avant
les signes moteurs de la maladie de Parkinson. Les personnes puissent avoir les signes déjà annonciateurs, puisqu'ils ont déjà le circuit de la tonique est touché, avant que le circuit classique de la maladie de Parkinson soit touché à son tour. Alors, quel est l'intérêt de tout cela? Eh bien, c'est que actuellement, il y a de nombreux traitements qui sont testés pour bloquer l'évolution de la maladie de Parkinson. Parce que dans les dernières années, il y a eu d'énormes progrès concernant les mécanismes de cette maladie. On a démontré qu'elle se répandait de proche en proche dans le cerveau. Et donc, les chercheurs ont développé des stratégies pour bloquer cette expansion. Du coup, l'idée des gens qui s'intéressent à ce trouble du comportement en sommeil paradoxal, c'est de se dire, mais finalement, les personnes qui n'ont que ça, qu'on arrive à détecter avant qu'ils aient la maladie de Parkinson, eh bien peut-être qu'on pourra les traiter avant même que les signes moteurs de la maladie n'apparaissent. Et donc bloquer à un stade où s'agiter un peu pendant le sommeil, ça dérange les gens. Mais c'est quand même moins grave que d'avoir une maladie de Parkinson. Donc c'est vraiment une porte à un traitement préventif dans cette population particulière. Alors après, ce que je vous disais, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a ça. Enfin, ce n'est pas toutes les personnes qui ont la maladie de Parkinson qui vont avoir le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Je vous ai dit qu'il n'y en avait que la moitié qui en avait. Et en plus, sur cette moitié, il y en a qui l'ont avant, il y en a qui l'ont au début de la maladie, puis il y en a qui l'ont après. Donc du coup, c'est finalement une faible proportion de cette population qu'on va pouvoir détecter très tôt. Mais du coup, ce qu'on se dit, c'est que cette population qu'on identifie de façon très précoce, on peut l'étudier, l'analyser de façon très précise et du coup, identifier d'autres marqueurs qui, eux, sont présents peut-être chez tous les futurs parkinsoniens. Et du coup, on pourra utiliser des traitements neuroprotecteurs chez beaucoup plus de personnes. Donc pour vous donner un exemple, on sait que la perte de l'olfaction ou les troubles de la vision, certains troubles de la vision peuvent être associés à une future maladie de Parkinson. Nous, on travaille sur la capacité à détecter le rythme, la rythmicité d'un son et la capacité à générer un son régulier, rythmique, en tapant, comme ça, et le fait que ça pourrait être atteint de façon très précoce avant les signes moteurs de la maladie de Parkinson, enfin les signes moteurs classiques. Donc finalement, ce trouble du comportement en sommeil paradoxal, il est un outil de détection à un stade ultra précoce de la maladie et peut-être le moyen de détecter d'autres signes qui seront présents en population, enfin, chez plus de futurs parkinsoniens. Voilà. Alors, quand même, je suis en train de vous raconter que gesticuler pendant son sommeil, c'est un signe de future maladie de Parkinson. Ça fait un peu peur parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens dans la salle qui bougent un peu pendant leur sommeil et qui se disent « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'on me raconte ?» Il est bien évident que tous les gens qui bougent pendant leur sommeil n'ont pas ça. Hein. Donc d'abord, il y a les somnambules. C'est pour ça que j'ai commencé par le somnambulisme, parce que je me suis dit sinon les gens vont tous sortir effrayés. Donc le somnambulisme, vous l'avez compris, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que déjà, il y a une histoire familiale. Alors, il peut y en avoir dans le trouble du comportement en sommeil paradoxal, mais c'est pas pareil. C'est vraiment, dans le somnambulisme, c'est vraiment une histoire familiale lourde. Ensuite, le plus souvent, les gens ont déjà eu ça pendant leur enfance. Donc, même s'ils le développent à un âge plus avancé, si enfant, ils faisaient des trucs bizarres, on leur a raconté tout ça, en général, on peut les rassurer. Ensuite, ça ne survient pas au même moment de la nuit. Et vous vous rappelez qu'en début de séance, je vous ai expliqué que dans les premiers cycles de sommeil, on fait beaucoup de sommeil lent profond, alors que dans les derniers cycles, on fait beaucoup de sommeil paradoxal. Et c'est ça qui explique que les somnambulismes, ils vont faire leurs épisodes en début de nuit. Je vous ai dit, le petit, c'était à 22h30 qu'il faisait ces épisodes, donc en tout début de nuit. Alors que le trouble du comportement en sommeil paradoxal, c'est en fin de nuit. D'ailleurs, rappelez-vous, vos rêves, vous les rappelez plutôt au petit matin. Quand vous avez rêvé, quand vous avez fait un peu la grasse matinée, là, il y a plus de sommeil de rêve. Donc, ce n'est pas au même moment dans la nuit. Ensuite, dans le somnambulisme, le patient déambule. Alors que vous avez vu, dans le trouble du comportement en sommeil paradoxal, il gesticule dans le lit, mais il se lève très peu. De temps en temps, il tombe du lit en voulant faire des grands gestes, mais c'est rare qu'il se lève vraiment. Et puis, le somnambule, il a les yeux ouverts. Il va ouvrir les portes, il a vraiment une interaction réelle avec l'environnement. Alors que le patient qui a le trouble du comportement en sommeil paradoxal, il a les yeux fermés. Il agrippe autour de lui des choses, mais il a les yeux fermés.
Ensuite, on sait certains facteurs aggravants pour le somnambulisme, comme le stress, le fait d'avoir bu de l'alcool, le fait d'être en dette de sommeil, alors qu'il n'y a pas de phénomène comme ça avec le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Et puis enfin, ce qui permet de faire clairement la différence, c'est d'enregistrer les gens. Parce que le somnambulisme, eh bien, dans ce cas, on va voir que l'épisode survient au moment où la personne est en sommeil lent profond et va se réveiller, se réveille brutalement. Alors que le trouble du comportement en sommeil paradoxal, comme son nom l'indique, c'est un sommeil paradoxal. Et on va voir dans ce stade de sommeil la disparition de l'atonie normale. Donc l'enregistrement va nous permettre de voir vraiment ce qui se passe. Alors, on n'a pas toujours la chance que les gens fassent leurs épisodes quand ils viennent se faire enregistrer chez nous. Mais on a des signes indirects, comme cette perte de l'atonie musculaire. Et puis, il y a d'autres diagnostics différentiels. Par exemple, le fait d'avoir des apnées du sommeil, et ça c'est hyper fréquent dans la population générale, c'est quelque chose de très commun. Eh bien, au moment où on s'étouffe, quand on a une apnée, on peut avoir un mouvement un peu brutal. Parfois, si on est en train de rêver, du coup, on va avoir un contenu de rêve associé. Et là, on peut se tromper et dire « Ah mais si, c'est un trouble du comportement en sommeil paradoxal ». Et en fait, non, c'est juste une apnée qui déclenche des comportements. Donc, il ne faut pas non plus considérer que tout mouvement pendant le sommeil est un trouble du comportement en sommeil paradoxal et donc une future maladie de Parkinson. Donc, les gens qui ont des choses comme ça, qui se posent des questions, il faut qu'ils aillent consulter dans un laboratoire du sommeil et qu'ils soient enregistrés pour être soit rassurés, c'est autre chose, et traiter si c'est des apnées, au passage, ce sera pas mal, soit moins rassurés, c'est-à-dire oui, peut-être que vous êtes à risque de développer une maladie de Parkinson, mais du coup être associé à ces groupes de patients qui, on l'espère, pourront bénéficier de traitements avant même que la maladie n'apparaisse. Donc peut-être que ce phénomène, même s'il est un peu inquiétant, peut être une chance pour ces personnes dans les années à venir. Donc pour conclure, je dirais que ces gestes qui animent nos rêves sont le reflet en temps réel et sans filtre du contenu de nos rêves. Il y a quand même une limite à ce phénomène. C'est que du coup, ces personnes que l'on étudie, qui miment leurs rêves, est-ce que leurs rêves sont normaux? Puisque ce sont des gens qui sont déjà malades. Enfin, qu'il y a un processus dégénératif en action, est-ce que finalement, on n'est pas en train d'étudier le rêve de gens qui ont un rêve différent? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser et qui est réelle, parce que ces personnes disent que leurs rêves ont changé. Avant, ils ne se rappelaient pas vraiment leurs rêves, déjà, souvent. Ou alors, ils se les rappelaient, mais c'était des rêves banals, c'était vraiment... oui, je faisais mon métier. Alors que là, c'est des combats, c'est des agressions, c'est des choses très intenses, il y a beaucoup de violence, il y a des paroles grossières. Donc peut-être que, oui, c'est le reflet du rêve, puisqu'on a le rêve en temps réel, mimé, gesticulé, etc. Mais peut-être que ce n'est pas non plus du rêve tout à fait classique. Enfin, ces phénomènes, et en particulier le trouble du comportement en sommeil paradoxal, sont des signes annonciateurs d'une pathologie, possiblement de pathologie à venir. Et donc, on a bien intérêt à les connaître et à bien les distinguer. Et je vous remercie pour votre attention. On va passer aux questions. Bonjour, merci pour cette conférence, c'était très intéressant. J'ai une question qui n'est pas forcément liée au geste, mais vous avez dit que c'était le reflet direct du contenu mental. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez une idée de pourquoi le contenu mental du rêve? Une deuxième question, est-ce que les personnes qui ont beaucoup d'imagination ont des rêves plus créatifs? Alors, pourquoi le contenu du rêve reste une grande question, mais il y a quand même de plus en plus d'hypothèses pour répondre à cette question. On pense que le rêve sert à répéter nos comportements et à nous protéger en anticipant des situations auxquelles on pourrait être confronté. Alors, il y a une publication que j'aime beaucoup, que je trouve rigolote, concernant le contenu du rêve, qui a été menée par le professeur Arnulf à la Salpêtrière. Elle avait interrogé tous les étudiants qui venaient de passer le concours de médecine.
Donc, le soir du concours de médecine, elle a envoyé un mail à tous les étudiants inscrits à l'université à Paris. Et elle leur a demandé si ils avaient rêvé, dans les mois qui précédaient, de leur concours. Et ensuite, donc elle a recueilli toutes ces informations. Et ensuite, elle a regardé qui était reçu et qui ne l'était pas. Et d'après vous, qui est reçu? Est-ce que le fait de rêver au concours permet de mieux réussir au concours? Oui. Oui. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que on répète, donc on travaille, donc on entretient le concours? On pourrait croire que oui. En même temps, le plus souvent, les élèves, on leur a demandé à quoi ils avaient rêvé. Et en fait, ils ne rêvaient pas qu'ils répétaient leur cours. Non, ils rêvaient qu'ils rataient le bus, ou ils n'avaient pas d'encre dans le stylo, ou ils y allaient en pyjama, enfin, vous voyez. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est que ces rêves vont nous mettre dans les conditions de rater et vont nous permettre d'anticiper toutes les situations qui nous feraient rater pour y arriver le jour J. Donc, ces rêves sont là pour nous protéger. Alors, j'explique souvent ça aux patients qui font des cauchemars atroces, parce qu'ils me disent, mais quand même, je dois être déglinguée pour rêver des trucs comme ça. Mais je leur dis, non, vous rêvez, vous faites ces rêves pour vous protéger. Donc, vous êtes en train de construire une protection contre, ok, des choses qui vous inquiètent beaucoup à vous et qui sont peut-être un peu violentes, mais c'est en fait un moyen de vous défendre. Alors, quant à l'imagination, je pense que probablement, plus on a une imagination riche, plus on rêve riche, mais c'est difficile à dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir une imagination riche? Et puis probablement que ceux qui ont une imagination riche vont retracer davantage et plus richement le contenu de leurs rêves que des gens qui vont dire bon, j'étais dans mon salon et j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Ça, c'est le problème du recueil du contenu du rêve. D'autres questions? Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres gestes ou d'autres mouvements pendant le rêve qui annoncent d'autres maladies neurodégénératives ou d'autres étiologies? Parce que là, on a parlé de Parkinson, mais est-ce qu'il y a d'autres recherches en ce sens? Vous pensez à quoi? Pas d'idée particulière, mais là, vous nous avez parlé des troubles du sommeil lent paradoxal. Oui. Est-ce que, par exemple, le somnambulisme ou d'autres troubles? Non, alors c'est ce que vraiment je l'ai bien dit, hein, c'est-à-dire que dans les parasomnies du sommeil lent profond, il n'y a aucun lien qui a été démontré avec des pathologies autres. Donc on peut vraiment rassurer les gens. Hein. On pense que c'est juste donc une capacité du cerveau à se réveiller à certains endroits et pas à d'autres, mais donc qui n'est pas lésionnelle ou qui n'est pas liée. C'est une originalité probablement du cerveau qui permet qui fait qu'au lieu de se réveiller dans sa globalité, le cerveau ne va se réveiller qu'en partie. Alors on pourrait se dire mais à quoi ça sert? Enfin, pourquoi les gens auraient ça? D'où ça vient? Pourquoi c'est si fréquent? Alors, je ne sais pas si on peut faire ce raccourci, mais je vais le faire quand même. Mais est-ce que vous avez connaissance d'un animal qui a besoin de ne réveiller que certaines parties de son cerveau? Ou de ne dormir qu'avec certaines parties de son cerveau? Les dauphins. Parce que le dauphin, c'est un mammifère. Donc, il a besoin de respirer. Donc, s'il dort complètement, il reste au fond de l'eau et il meurt. Donc on a découvert, enfin il y a des années maintenant, les chercheurs ont découvert qu'en fait le dauphin, quand il dort, ne dort que par hémisphère en alternant. Donc un coup il dort d'un côté, un coup il dort de l'autre, ce qui lui permet de continuer à revenir à la surface et à venir prendre sa respiration. Donc est-ce que c'est quelque chose comme ça qui est resté dans l'évolution des espèces, qui permet à certains de pouvoir se réveiller partiellement mais pas complètement? Est-ce que ça nous a été utile dans notre survie à travers les temps? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. En tout cas, ce n'est pas associé à des pathologies. Voilà, à notre connaissance aujourd'hui.
Bonsoir. Moi, j'avais une question sur quand on a l'impression de tomber dans un trou noir, quand on n'est pas vraiment en sommeil paradoxal, comment on pourrait l'interpréter? Parce que ça arrive super souvent chez beaucoup de monde, je pense. Oui, alors j'ai commencé en montrant l'image de la personne qui tombe, hein, parce que c'est quelque chose d'hyper fréquent. On appelle ça la chute abyssale, l'impression de tomber dans les abysses. On pense que le mécanisme, c'est l'apparition de l'atonie musculaire. C'est-à-dire qu'au moment où on s'endort, même en dehors du sommeil paradoxal, il y a quand même un relâchement du tonus musculaire. Et c'est probablement cette perception qui nous fait créer le contenu mental de la chute. Voyez, parce que quand même, ce qu'on perçoit autour de nous influence le contenu de nos rêves. L'enfant qui rêve qu'il est dans la piscine et qui est en train de faire pipi au lit, c'est pas par hasard. J'avais étudié des patients qui avaient énormément de rêves en réanimation. Et on s'est rendu compte qu'ils rêvaient tous de trains. Enfin, c'était très fréquent, les trains. Et puis un jour, on a réalisé qu'on était juste à côté de la gare et qu'ils entendaient les trains passer et que c'était probablement ça qui faisait que ce contenu du train revenait aussi souvent. Donc il y a aussi une interaction entre l'environnement ou nos perceptions et le contenu de nos rêves. Et je pense que si on est si nombreux à rêver qu'on tombe, c'est parce qu'il y a vraiment une perception dans le corps qui donne l'impression de la chute. Et l'hypothèse habituellement retenue, c'est que c'est l'apparition de l'atonie qui fait que, comme le corps devient flasque, on a l'impression de tomber. Oui, bonjour. Vous avez affirmé que l'état de somnambulisme était un état de sommeil. Mais comment peut-on affirmer que c'est un état de sommeil alors que le patient a les yeux ouverts, est capable de se mouvoir dans son univers personnel, de réagir, de parler? Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? Alors, ce n'est pas un état de sommeil, c'est un état intermédiaire avec certaines parties du cerveau qui dorment et d'autres qui sont réveillées. Ce n'est plus un sommeil complet, mais ce n'est pas encore un réveil complet. Donc, autrement dit, c'est un sommeil partiel et un éveil partiel, hein, au fond. C'est ça. C'est un peu les deux à la fois, oui. Oui. D'accord. Mais localisé à différents endroits anatomiquement dans le cerveau. Bonjour. J'aimerais savoir, dans le cas d'un méningiome frontal gauche, est-ce qu'il peut y avoir une conséquence assez importante sur le sommeil? Parce qu'en fait, vu qu'on était plus ou moins en train de parler des aires associatives fronto-parietal, donc je me demandais si ça pouvait peut-être causer des problèmes importants, ou alors si on a pu remarquer... Alors, pas particulièrement. Le cerveau dort normalement dans son ensemble, et donc dans ces régions-là aussi. Et dans le somnambulisme, il peut y avoir un éveil ou un endormissement de certaines régions plus que d'autres, mais ça n'a rien à voir avec un éventuel méningiome. Donc, a priori, je dirais qu'il n'y a rien de particulier par rapport au sommeil. D'accord, merci. Bonsoir. J'avais juste une question par rapport aux troubles du comportement ou aux terreurs nocturnes. Est-ce qu'il y aurait des traitements ou je ne sais pas si les somnifères aideraient à en avoir moins peut-être? Alors, en ce qui concerne les parasomnies du sommeil lent profond, donc ces pathologies qui touchent le plus souvent l'enfant, mais qui sont parfois gênantes, en particulier quand c'est les terreurs nocturnes. Le plus souvent, notre attitude, c'est de rassurer les gens, de dire que c'est pas grave, que ça va passer, d'expliquer à l'enfant que oui, il fait des choses bizarres, mais que ça n'est pas grave. Ensuite, il y a des attitudes protectrices qui consistent par exemple à ne pas faire dormir des enfants qui font des choses comme ça sur une mezzanine ou sur des lits superposés, de fermer les portes à clé, de ne pas laisser d'objets contendants à côté d'eux, des choses comme ça. Donc il y a vraiment
des éléments dont il faut tenir compte par rapport à l'environnement. Ça a l'air bête, hein, mais j'ai vu un enfant qui avait eu un hématome intracérébral parce qu'il est tombé, son père était médecin, il le surveillait, il savait qu'il n'aurait pas dû le mettre sur le lit en haut, il l'a entendu bouger, le temps qu'il arrive, il était tombé, il est allé directement en neurochirurgie. Donc vraiment, c'est ne pas faire dormir un enfant somnambule en hauteur, c'est une évidence, il ne faut pas le faire. Ensuite, en ce qui concerne les médicaments, certains médicaments, comme les benzodiazépines par exemple, peuvent être efficaces, en particulier le Rivotril qu'on utilise parfois. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie d'utiliser ça chez les enfants. On sait aussi chez l'enfant qu'il y a quand même souvent, et chez l'adulte aussi, hein, que l'anxiété joue un rôle déclenchant dans ces phénomènes. Donc on peut essayer de rassurer les enfants ou de les faire accompagner par des psychologues pour essayer de voir si on ne peut pas calmer les choses. Les adultes, quand ils ont ces phénomènes, ils disent que c'est à l'occasion de grands stress que ça se réactive. C'est-à-dire ils ont eu ça pendant l'enfance, ils sont tranquilles pendant des années, et puis tout d'un coup, ils ont un problème professionnel, ou c'est la première grossesse de leur épouse, ou voilà, et d'un coup, ça va se réactiver de façon très importante. Donc, rassurer, calmer, apaiser, discuter, c'est très important. Après, chez l'enfant, il y a des techniques qui peuvent être utilisées comme le réveil systématique. Donc, par exemple, ce petit-là, que je vous ai montré tout à l'heure, il avait toujours ses épisodes à 22h30. Enfin, je caricature un peu, mais c'était quand même très souvent au moment où les parents allaient se coucher. Alors, est-ce que c'est parce que c'était le moment où il était en sommeil lent profond? Est-ce que c'est parce que les parents, en bougeant, faisaient du bruit dans la maison, ce qui déclenchait le phénomène? Je ne sais pas. En tout cas, ce que proposent certains, c'est de réveiller systématiquement l'enfant au moment où il va faire le phénomène. Comme ça, il ne le fait pas. Et puis, petit à petit, ça réorganise son sommeil différemment. En tout cas, ce qui marche vraiment bien, c'est d'avoir un sommeil très régulier pour ne pas avoir de dette de sommeil, ce qui aggrave le phénomène parce qu'il y a un rebond de sommeil lent profond. Donc vraiment avoir une hygiène de sommeil très très régulière, très très adaptée, ça évite vraiment de nombreux épisodes. Mais c'est vrai que parfois on est obligé d'utiliser des médicaments, mais ça reste très rare. Enfin, il y a l'hypnose qui pourrait, chez certains, apporter une certaine efficacité. Parce que via l'hypnose, on peut induire un message certains ont essayé d'inciter le somnambule à retourner se coucher au moment où il a l'épisode et donc éviter comme ça qu'il se lève ou qu'il fasse des choses trop violentes. Ça a pu marcher chez certains. Au niveau des études, les résultats ne sont pas aussi spectaculaires qu'on aurait aimé. Voilà. J'ai une question qui revient très souvent, donc je vais vous y répondre. Souvent, on me demande si c'est dangereux de réveiller un somnambule. Parce qu'il y a quand même je sais pas, on dit ça, il ne faut pas les réveiller. Est-ce que c'est dangereux de les réveiller? Alors, ce n'est pas dangereux de les réveiller. S'ils sont en train d'enjamber la balustrade, il faut les réveiller. C'est évident, hein, il faut crier, faut pas... Mais le plus souvent, ça ne sert à rien, puisque comme ils sont entre la veille et le sommeil, le mieux, c'est de lui dire, écoute, retourne te coucher, tout va bien, ça va passer, retourne te coucher. Et en général, ils se rendorment et il ne se passe rien de plus. Voilà. Donc ça ne sert à rien de les réveiller complètement. Mais c'est parfois utile et ce n'est pas dangereux. Voilà. Bonsoir, merci pour la conférence. J'ai envie de poser une question. Comment la science, c'est-à-dire comment le fait explique un sommeil où vous devenez partie d'une histoire que vous avez écoutée à la radio, que vous avez oublié à atteindre avant de s'endormir? Est-ce que c'est à moitié endormi ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? On a tous l'expérience du fait que ce sont les événements de la journée qui sont intégrés dans le rêve. Souvent, c'est un événement, quelque chose qui s'est passé les jours précédents, en lien avec nos activités habituelles, etc. Que ce soit en lien avec quelque chose que vous entendez au moment où vous endormez, c'est pareil, c'est finalement intégré. Après, est-ce que vous avez eu conscience que vous l'avez entendu ou pas? Au fond, en tout cas, votre cerveau l'a entendu. Et on sait que le cerveau reste très réactif même quand on dort. Par exemple, il y a des études récentes qui étudient la réaction du cerveau pendant le sommeil à certains éléments.
Eh bien, par exemple, votre cerveau ne va pas réagir pareil si c'est un mot banal qui est prononcé ou si c'est votre prénom. Donc vous continuez à dormir. Extérieurement, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais si on enregistre l'activité de votre cerveau, eh bien, elle n'est pas la même si c'est votre prénom qu'on prononce ou un nom banal, ou un mot banal. Donc, alors qu'on dort, il se passe encore beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intégration quand même de l'environnement. On n'est pas dans le coma, hein, on dort. Voilà. Donc, probablement que votre cerveau, lui, a entendu ce que vous avez écouté à la radio sans l'entendre, ou plus ou moins en l'entendant. Voilà. Est-ce qu'on sait à quelle nécessité répondent les différents cycles? Est-ce que pourquoi différents cycles? Est-ce que le cerveau se repose? Je dis ça comme ça, j'y connais rien. Voilà, enfin, je suis intrigué par le fait qu'il y ait des cycles. Est-ce que et par ailleurs, juste avant que vous répondiez à la question, est-ce que c'est dangereux de réveiller les somnambules? J'y pensais très fort. Est-ce que vous aviez en tête, depuis quelques minutes déjà, qu'il faudrait répondre à cette question? Enfin, voilà, ça m'a amusé la coïncidence temporelle. Alors, quant à la question pour les somnambules, comme j'ai fait plusieurs fois ce genre de conférence, je sais que la question arrive toujours. Et peut-être que d'autres personnes pourraient dire qu'ils allaient la poser aussi, et que c'est parce que c'est une question habituelle et qui arrivait à ce moment-là de la conversation, puisqu'elle m'est venue, elle vous est venue aussi. Donc je ne crois pas que nous ayons que nos pensées soient influencées par quoi que ce soit. Je crois que c'est la preuve qu'on a souvent une cohérence dans notre fonctionnement cérébral, et manifestement elle est souvent commune. D'ailleurs, quand on étudie le contenu des rêves, on se dit que même si on est très différent, on est souvent très commun. Quant au fonctionnement des cycles, j'avoue ne pas avoir de réponse évidente. Je dirais que chaque cycle comporte toujours, les cycles sont une alternance de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal, et chacun d'eux ayant un rôle différent, il doit être important que l'ensemble soit présent quand même pour tous dans toutes les nuits. Et donc la priorité est donnée toujours au sommeil lent profond pour la récupération. Mais le sommeil paradoxal doit être là aussi, et probablement que le fait que ce soit organisé en cycle permet qu'il y ait bien toujours ces deux stades bien présents. En même temps, en répondant comme ça, j'ai une vision un peu ancienne du sommeil, puisqu'aujourd'hui on dit aussi que le sommeil léger est très important et que si on en manque, il y a aussi des problèmes. Donc c'est peut-être un peu grossier de répondre comme ça. Voilà. Alors la privation de sommeil entraîne des conséquences multiples, mais le cerveau ne fonctionne plus du tout correctement si on prive les gens de sommeil. Et donc l'histoire la plus connue, hein, c'est celle de cet Américain, je crois qu'il est resté 11 jours et nuits sans dormir. Il est devenu fou, hein, il avait des hallucinations, il était désorienté, il était complètement perdu. Et il a mis, je crois qu'il s'en est jamais vraiment remis. Bonjour. Ici. Oui. J'ai juste une question par rapport au somnambulisme. Oui. Vous avez dit que c'était principalement par rapport à une angoisse qu'on pourrait exprimer à travers ça. Est-ce que si c'est plus fréquent chez les enfants, est-ce que ça veut dire qu'ils expriment plus leur angoisse à travers le somnambulisme que les adultes? Je pense que c'est plus une question d'immaturité du système qui fait que la plupart des enfants, enfin que beaucoup d'enfants ont ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a souvent un trait de personnalité anxieux, mais c'est en même temps un peu grossier de dire ça aussi, parce qu'il y a des enfants, franchement, ça paraît pas évident qu'ils soient si anxieux que ça non plus. Donc c'est un peu... En tout cas, c'est une piste qu'on explore,
Mais ce n'est pas non plus le signe d'une anxiété majeure, forcément. Vous voyez, c'est pas... Et finalement, moi, je le vois plus chez l'adulte, mais parce que je consulte plus chez l'adulte et que les enfants somnambules, on vous les amène rarement parce qu'on sait que c'est banal chez l'enfant, que les pédiatres disent c'est pas grave et que voilà. Chez les adultes, pour moi, c'est clair. Enfin, eux le disent. Ils disent, moi, je sais quand je commence à avoir des soucis au boulot, ça va repartir, ou quand, voilà. Donc, je peux mieux répondre chez l'adulte. Oui. Freud s'est beaucoup intéressé à l'étude des rêves, d'après ce que j'ai lu. Oui, donc Freud s'est beaucoup intéressé à l'étude des rêves pour définir la psychanalyse. Est-ce que je connais rien à la psychanalyse aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui on s'intéresse toujours aux rêves en psychanalyse? Alors je suppose que oui. Je pense que nos explications et nos études de la physiologie du sommeil, du rôle des stades, etc., n'empêchent pas les interprétations psychanalytiques. Je pense que certaines choses ont apporté beaucoup, que d'autres sont complètement fantasques, mais c'est vraiment pas mon sujet finalement, et ça n'est pas du tout ce que l'on fait en pratique. Voilà, nous, dans notre pratique clinique. Parce que c'est enregistré. Merci. Excusez-moi. Il peut y avoir des angoisses liées aux habitations et qui entraînent une peur, un traumatisme même somnambulique, si je peux dire. Par exemple, d'habiter en étage élevé, on y est, on y reste, mais ça peut traumatiser jusqu'à faire des petits moments de somnambulisme ou de bouger ou tomber facilement. Et puis, quand on n'est plus en étage élevé, ça disparaît. Moi, je l'ai vu autour de nous. Alors, donc, il n'y a pas besoin de médicaments, si vous voulez. Il n'y a pas de pathologie forte, mais c'est dû aux rêves qui expriment des traumatismes mentaux, enfin, vis-à-vis de ce qu'on vit. Mais ce n'est pas une maladie, en fin de compte. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est pas facile hein, de faire la part des choses. Non, mais je crois que la parasomnie du sommeil lent profond chez l'enfant n'est absolument pas une maladie. Jusqu'à la moitié des enfants peuvent être somnambules. Donc, on ne peut pas dire que c'est une maladie. Mais je parle des adultes, là. Qui en peut et même à l'âge adulte, c'est un phénomène que l'on décrit. Appeler ça une maladie n'a pas vraiment de sens. Après... dans la mesure où c'est gênant, on peut appeler ça une maladie si on veut, mais c'est plutôt une particularité, finalement, un type de fonctionnement, mais qui peut être extrêmement gênant. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'il existe une échelle, comme pour les tremblements de terre, pour le sommeil paradoxal ? Bon, comme vous savez, aujourd'hui, sur les smartphones, il existe plusieurs apps de sommeil. Et comme on s'endort assez souvent avec son smartphone, est-ce que vous pensez qu'un jour, l'intelligence artificielle, avec une communication avec le cerveau pendant qu'il dort, il pourra nous empêcher, cette intelligence artificielle, de rêver? Alors, je pense qu'on n'aurait aucun intérêt à nous empêcher de rêver, puisque rêver nous est probablement très utile. Enfin, le rêve est très utile au fonctionnement cérébral. Donc, nous empêcher de rêver n'aurait aucun sens. Par contre, des études récentes ont montré que
on pourrait commencer à détecter à quoi rêve la personne. C'est-à-dire que si on a enregistré dans la journée certains éléments, par exemple, fait visualiser des images à une personne et regarder quelle était la réponse du cerveau à cette visualisation. Ensuite, pendant le rêve, si la personne rêve de cette image, on peut dire qu'elle en a rêvé en retrouvant l'activité. Mais ça reste quelque chose d'hyper simple. Et à ce jour, on est absolument incapable de dire à quoi les gens rêvent. Parfois, quand on casque les gens dans notre laboratoire et qu'on leur dit qu'on va enregistrer leur sommeil, ils croient qu'on peut savoir à quoi ils vont rêver. À part ceux qui miment leurs rêves, où éventuellement on peut avoir une idée de quoi ils rêvent un peu, les autres, c'est le grand mystère. À part dire qu'ils sont en sommeil paradoxal, on ne peut pas dire à quoi ils rêvent. Et on en est très très loin. Mais de notre côté, un jour, oui, la cartographie de l'activité du cerveau permettra de dire que si j'active cette zone infime dans mon cerveau, c'est parce que je suis en train de visualiser une vache. Puisque je crois que c'était une vache dans l'histoire, dans l'article. Donc ça veut dire que un jour, tout sera cartographié. Le problème, c'est que la cartographie n'est pas la même pour tout le monde. Chacun a un peu ça. On a une cartographie commune, mais on a une cartographie individuelle. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition sur le cerveau, mais même extérieurement, l'aspect du cerveau n'est pas le même. Pourtant, c'est grossier extérieurement, d'une personne à l'autre. Et vous avez 5 ou 6 cerveaux, et il n'y en a que 2 qui sont ceux de 2 jumeaux monozygotes, donc 2 jumeaux identiques qui sont exactement les mêmes, alors que les autres sont différents si vous les regardez bien. Donc ça veut dire que cette cartographie, il faudra la faire individuellement si on veut savoir à quoi quelqu'un rêve. Donc là, l'intelligence artificielle, elle a beaucoup de travail. Mais en même temps, la puissance de l'intelligence artificielle, elle est énorme et elle ne va faire que se développer. Donc oui, un jour sûrement. Mais quand, je ne sais pas. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un lien entre YouTube et ce à quoi une personne rêve? Non, enfin, dans le sens que si on a regardé beaucoup YouTube, il est probable qu'on intègre ça dans nos rêves. Ah, j'avais un patient qui, quand il regardait des films de kung-fu, faisait des combats d'arts martiaux pendant son sommeil. Donc, dans ce sens-là, c'est sûr que ça marche. Dans le sens inverse, pas encore. Alors, je me pose une question. La nuit, donc, enfin moi j'ai beaucoup vécu vos 3 troubles dont vous avez parlé au départ, et je me demande, puisque je sais que la nuit on régénère notre corps, etc. Est-ce que ça gêne pas cette partie de régénération? Alors on se pose beaucoup la question parce que souvent les somnambules se plaignent quand même d'être plus fatigués ou plus somnolents dans la journée que les autres. Donc il y a eu différentes études pour essayer de voir s'ils étaient vraiment plus somnolents ou pas. Il y a des résultats qui sont un peu divergents, donc c'est difficile à dire si le fait d'être somnambule fait que les personnes sont plus fatiguées dans la journée. En pratique, ça fragmente un peu le sommeil puisque ce sont des éveils directement en sommeil lent profond. Donc là où normalement le sommeil lent devrait ensuite devenir du sommeil léger, puis du sommeil de rêve, eh ben, on va avoir un éveil brutal. Donc probablement que ça fragmente le sommeil, ça le hache. Est-ce que pour autant ça a des conséquences très importantes? Vous voyez, finalement, ça se passe combien de fois dans une nuit? Et par rapport à la totalité du temps de sommeil, combien de fois le somnambule va s'agiter pendant son sommeil? Est-ce que ça va vraiment retentir? C'est un peu difficile à dire. En tout cas, on se pose la question et les différentes études ont montré des résultats divergents. Et c'est exactement pareil pour le trouble du comportement en sommeil paradoxal. On a voulu voir si les patients qui avaient ça étaient plus somnolents. Et ben, en fonction des études, les résultats sont différents. Alors nous, on a trouvé qu'ils l'étaient, mais d'autres ont trouvé l'inverse. Donc, en tout cas, ce que je pourrais dire, moi, par rapport à ce que j'ai pu vivre, hein, parce que moi, les terreurs, je réveillais la maison d'à côté, c'était décrit, on me disait comme si on avait tué un porc, etc. Quoi, hein. Ce que j'en constate, c'est que déjà dans le ventre de ma mère, il y avait beaucoup déjà de peur, ce que j'en vois, enfin voilà, et qu'en même temps, alors bébé, à 2-3 semaines, j'ai dû repartir à l'hôpital et on m'a même fait un trou dans la fesse pour faire un, comment est-ce qu'on dit, je ne sais pas exactement ce qu'ils vous ont voulu faire, mais en tout cas c'était en 1963.
Et à ce moment-là, ils ont cru que j'allais mourir. Enfin, je suis passée au vert, au bleu, etc. Et ils ont cru un problème pulmonaire. Et ils ont pris un bout de chair. Bien sûr, à ce moment-là, en même temps, ils ne faisaient pas d'anesthésie, etc., quoi. Donc, enfin bref, je suis revenue à la maison. Je faisais des trous dans les draps de mon lit et j'avais énormément de peur, etc. Et je me demande si ça n'a pas été... si quelque part, je suis parvenue avec beaucoup de peur de la nuit. En tout cas, comme je vous le disais, l'anxiété est un élément majeur pour certains. Donc, chez vous, ça a l'air d'être le cas. Après, l'anxiété peut être située à différents niveaux. Vous, manifestement, il y a eu une naissance très traumatique. Chez d'autres personnes, ça va être des traumatismes plus subjectifs. Mais si c'est quelque chose qui est important, un stress important pour la personne à ce moment-là, eh ben, ça va être déclencheur, même si ce n'est pas quelque chose d'aussi important que ce que vous racontez. Donc, c'est vraiment... différents en fonction des personnes. Bonsoir. Je ne sais pas si ma question est vraiment en rapport avec les gestes qui animent les personnes qui souffrent des jambes sans repos la nuit. C'est des gestes aussi la nuit, c'est à contrôler. Est-ce que c'est un rapport quelconque? Alors, l'atonie musculaire, non, j'ai vraiment... quand j'ai défini les parasomnies, j'ai bien expliqué que c'était quelque chose de différent de tous les mouvements répétés qu'on peut avoir pendant le sommeil, qui ne sont pas associés à des contenus mentaux, dont le syndrome des jambes sans repos. Donc, évidemment, hein, c'est un trouble du sommeil qui est réel, qui est extrêmement gênant. Ce n'est pas un signe annonciateur de maladie de Parkinson, comme beaucoup de gens s'en inquiètent, croient ou se posent la question, disons, parce que ça se soigne avec les mêmes traitements. Mais de nombreuses études ont étudié si les gens qui avaient un syndrome des jambes sans repos développaient dans les années à venir une maladie de Parkinson. Et les études sont globalement toutes négatives, sauf dans de rares cas où finalement probablement que le syndrome des jambes sans repos est un signe de la maladie, c'est-à-dire que chez des gens qui ont des douleurs très importantes des jambes liées déjà à une maladie de Parkinson qui s'installe, à ce moment-là, ça peut être un symptôme, mais ça reste exceptionnel. Ce sont des formes très sévères de syndrome des jambes sans repos qui s'installent brutalement à un âge avancé dans un contexte où il y a d'autres symptômes, et donc, ça n'a rien à voir avec un syndrome des jambes sans repos banal, apparu plus jeune, chez la femme, où c'est extrêmement fréquent en population générale. Et heureusement, tous les gens qui ont un syndrome des jambes sans repos ne vont pas développer une maladie de Parkinson. Donc, vraiment, vous pouvez être détendu, ça n'a... C'est pas moi, mais c'était un ami, effectivement, qui s'est suivi de Parkinson après, oui. Alors, mais dans ce cas, c'était probablement un contexte différent. D'accord, merci. Pardon, bonsoir. C'est deux petites questions. La première question, c'est le fait de rêver en couleur ou en noir et blanc. Est-ce que ça a une signification pour vous? Et puis, la deuxième question, c'est au niveau de l'hypnose. Je veux savoir quel sommeil. Est-ce que c'est un état du sommeil, ou c'est sommeil paradoxal, ou c'est autre chose? Voilà. Alors, l'hypnose n'est pas un état de sommeil, c'est un état de conscience modifié, mais ce n'est pas du sommeil. Il n'y a pas les caractéristiques du sommeil. Quant à rêver en noir et blanc, vous rêvez en noir et blanc? On ne m'a jamais raconté ça, mais je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de patients qui m'ont raconté rêver en noir et blanc, mais peut-être que je ne pose pas assez la question. Quelqu'un rêve en noir et blanc ici? Oui. Ah, dans ce cas, ça a un sens, effectivement, pourquoi pas? C'est possible, vous voyez, enfin, là, il y a une explication logique. Après, peut-être que quelqu'un qui a une perte de la vision des couleurs peut se mettre à rêver en noir et blanc, mais je ne sais pas forcément. Pas forcément. Mais c'est amusant.
Je ne connaissais pas cette histoire. Je pourrais la raconter d'autres fois. C'est l'effet du cinéma et de la télé. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là-bas. Il y a une dame encore. Bonsoir. J'avais une question par rapport aux rêves lucides. Je voulais savoir si c'était possible de communiquer avec des personnes qui sont en train de faire un rêve lucide, et si oui, comment? Alors, il y a eu une étude coordonnée par le professeur Arnulf sur ce sujet-là, où ils avaient essayé de faire envoyer des signaux via le regard par les personnes qui faisaient des rêves lucides. Parce que donc, pendant le rêve lucide, on enregistre, quand on enregistre le sommeil d'une façon générale, on enregistre les mouvements oculaires. Et on s'est dit, ils se sont dit, que les personnes pourraient bouger leurs yeux pendant le sommeil paradoxal, puisque c'est la seule chose qu'on puisse vraiment bouger pendant le sommeil paradoxal, les yeux. Et donc, il leur avait donné la consigne de faire un certain mouvement avec les yeux quand ils seraient dans leur rêve lucide. Et ils ont pu les enregistrer. Donc oui, c'est possible, mais c'est très compliqué. Ça ne se fait pas à la maison pendant que le rêveur lucide rêve. Mais il y a eu une approche pour pouvoir savoir quand la personne était en rêve lucide. C'est Leclerc Visonneau, le premier auteur de cet article. Oui, je voulais revenir à nouveau sur l'état somnambulique. Je voulais savoir si vous aviez observé l'alternance des mémoires entre l'état d'éveil et un état somnambulique. Je parle de ça parce que j'ai le souvenir que Pierre Janet, dans son mémoire, faisait référence à une exclusion des mémoires entre ces deux états. Donc je voulais savoir si vous l'aviez observé. Alors d'une façon générale, les somnambules ne se rappellent pas leurs épisodes, donc la mémoire est éteinte. Mais je peux raconter l'histoire d'un enfant qui m'a raconté être parti en classe de neige, avoir rêvé que quelqu'un détruisait tous les dessins qu'ils avaient faits de leur séjour. Et quand il s'est réveillé le matin, tout le monde était furieux dans la chambre parce que quelqu'un avait détruit tous les dessins qu'ils avaient faits pendant la semaine. Donc, il l'avait mémorisé partiellement. Mais je pense que ça reste rare parce qu'en général, les patients disent qu'ils ne se rappellent pas du tout. Voilà. Donc, comme l'éveil est partiel, pourquoi pas chez certains garder un certain degré de mémorisation et chez d'autres, pas du tout. Est-ce que maintenant, pour un même sujet, ça va être toujours les mêmes régions qui dorment et les mêmes régions qui se réveillent? Ou est-ce qu'en fonction des épisodes de somnambulisme, ça va être différent? Par exemple, je vous ai parlé des 3 types de parasomnie. Et finalement, certaines personnes vont avoir les 3. C'est-à-dire certains jours font des terreurs, certains jours vont faire du somnambulisme, et d'autres jours ne vont avoir que des éveils confusionnels. Et puis d'autres ne vont faire que des terreurs. Et puis ça dépend de l'âge aussi. Il y a un âge où on fait plus de terreur, il y a un âge où on fait plus de somnambulisme. Donc ça doit varier, et même s'il y a un mécanisme commun, il est probable que ce soit un peu différent et fluctuant en fonction des périodes, en fonction de l'âge. Voilà. Oui, je voulais juste compléter ma question. Est-ce lorsque vous avez plusieurs états somnambuliques successifs, est-ce que la mémoire, est-ce que le patient se souvient des états somnambuliques antérieurs? Est-ce qu'il y a une mémoire propre à l'état somnambulique et une autre à l'état d'éveil? Alors, dans le somnambulisme, il ne se rappelle pas. Donc, par contre, si vous parlez du fait de pouvoir continuer son rêve d'un rêve à l'autre, ça, on en a. Vous avez dû, certains d'entre vous, en faire l'expérience. C'est-à-dire, parfois, on se rendort et on continue le même rêve. Donc, on a mémorisé le rêve et on mémorise le fait que le rêve continue sur un rêve différent. Mais dans le somnambulisme, j'en ai pas la notion. Mais comme je vous le disais, dans le somnambulisme, le contenu mental, il est beaucoup plus simple quand même. Donc, en général, il n'y a pas de mémoire ou peu, quoi. Sauf si on réveille la personne. Mais du coup, si on réveille la personne, je ne crois pas qu'elle raconte plusieurs fois la suite de la même chose. Je crois pas.
Ben voilà, à partir du moment où il est réveillé, où on lui a fait verbaliser ce qu'il était en train de rêver, du coup, il y a une mémorisation qui est différente. Donc c'est en ça que c'est compliqué, parce que c'est toujours via le rappel. On va prendre la dernière question. Rebonjour. Juste dans le cas des personnes épileptiques, sachant que durant leur sommeil, ils ont quand même pas mal de tremblements, est-ce qu'on a pu remarquer des conséquences sur le long terme, peut-être neurologiques, plus ou moins un peu comme la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer, même si je ne sais pas trop si... Alors, non. L'épilepsie n'entraîne pas d'autres maladies neurologiques. Par contre, des activités épileptiques peuvent fragmenter le sommeil. Comme je le disais, qu'un bruit peut déclencher un épisode de somnambulisme, eh bien, on s'est rendu compte que des pointes épileptiques peuvent entraîner un épisode de somnambulisme. Voilà. Et ensuite, il y a de véritables crises d'épilepsie pendant le sommeil. Et là, c'est encore complètement autre chose. Ça se soigne. Ça n'est pas un signe annonciateur de maladie neurologique autre, mais c'est le signe d'une épilepsie qu'il faut traiter. Voilà. Eh bien, merci Valérie Kouchen pour la clarté du discours. Et merci à tous les patients qui ont accepté que leurs enregistrements soient diffusés. Merci à eux aussi.